Salut à toi petit padawan et bienvenue dans ce dernier épisode des Chroniques de Nami Amur, donc l'épisode 5 intitulé Le guerrier de l'ombre. Et on commence avec une séquence qui n'avait pas du tout été écrite dans le scénario d'origine et qui est née vraiment en fin de post-production où quand j'ai commencé à regarder le montage se construire, il durait alors une demi-heure, je me suis rendu compte qu'on avait besoin d'un prologue, en fait d'une séquence qui rappelle les éléments qui se sont déroulés dans les précédents épisodes, dans les 4 premiers épisodes des chroniques. C'était histoire de rappeler un petit peu tout ce que le personnage du capitaine avait traversé et de savoir où en était, surtout de tisser un lien narratif entre ces 5 épisodes, montrer que depuis le début, je suis en quête des origines de la saga. Chaque épisode a abordé un thème intimement lié à tout ce qui a trait aux origines. Et ce dernier épisode ne déroge pas à la règle. Donc ça semblait important de rajouter cette séquence en noir et blanc, quitte à perdre 5 minutes, peut-être à baisser le rythme de tout l'épisode. Mais pour donner un sentiment vraiment de conclusion, ça me semblait quand même assez nécessaire. C'est pour ça aussi que j'ai utilisé le noir et blanc, pour montrer qu'on est bien dans le passé. Et donc on a ces titres qui permettent de vraiment situer les éléments de chaque épisode. Ce montage a été effectué vraiment à partir des prises des autres vidéos. Il n'y a pas eu vraiment de vraies modifications là-dessus. Et donc le concept de cet épisode, c'était de raconter une histoire très personnelle, qui est celle du personnage principal de ces livres, alors qui est un Eltok dans les bouquins du Wargear. Alors ça, vous le découvrirez quand vous lirez surtout le 4e bouquin, le siège de Ginros, qui, si tout va bien, sortira en 2019. Donc je n'évoque pas le nom de ce personnage dans cette vidéo, c'était pas utile, mais sachant est que voilà, il y a un lien entre les initiales de ce personnage que j'ai créé quand j'avais 13 ans et mon histoire personnelle quelques années plus tard. Et la raison qui m'a amené vraiment à revenir une décennie après la création de ce monde à cet univers et à lancer la publication. Alors, une des raisons aussi de tourner ce prologue, c'est que ça me permettait d'insérer cette séquence de flashback, l'appareil inédite du scénario d'origine, et de faire revenir Kevin Cerdan. On avait eu une bonne expérience sur le tournage de l'épisode 4, le multiverse, et je voulais vraiment trouver une occasion de le faire revenir. Là, c'était l'opportunité parfaite. Créer cette séquence, puisque à la fin de l'épisode 4, si vous vous rappelez, il décède assez violemment, c'est le cas de le dire. Donc on a passé vraiment un agréable moment. À la base, j'avais prévu de rallonger ce passage, c'est-à-dire il y aurait eu une coupure en plein milieu du flashback et on m'aurait vu en fait dans les studios de la Warner Bros avec le monteur en train de décider des choix de montage de cette séquence et se rendre compte notamment que les cheveux de Kevin que sa coupe de cheveux n'est pas la même que celle de l'épisode 4 et il y aurait eu une petite référence à Justice League avec le coup de la moustache, puisque dans ce film de Warner tiré des personnages de DC Comics, le studio a fait n'importe quoi et a effacé la moustache numériquement de Superman. Ça aurait pu être une justification pour expliquer la différence de chevelure entre les deux personnages, ou même faire une petite blague par rapport à moi, puisque je joue également Batman dans cet épisode, et où je me suis rasé la barbe de façon plus ou moins réussie, on va dire. Mais finalement ça s'est pas fait parce que ça aurait tout cassé, les gens auraient pas compris. Déjà qu'on leur demande de se concentrer pendant 5 minutes et de se remémorer tout ce qu'il y a eu dans les 4 premiers épisodes, plus cette séquence de flashback qui vraiment va tisser tout le lien, tout l'objectif, je dirais, l'enjeu de cet épisode, c'était pas la peine d'en rajouter davantage. Et l'objectif des chroniques de Nami Amur, c'était vraiment de se moquer de moi-même et de tout ce que j'ai inventé de cet univers. Quand j'ai lancé mes vidéos sur YouTube, c'était vraiment très chiant, quoi. Je me filmais juste dans mon appartement. Ça n'avait pas vraiment de vie, c'était pas divertissant. Donc j'ai choisi le format de la web-série pour conter un petit peu les coulisses de mon univers d'Heroic Fantasy. Alors justement, les gens me demandent, mais pourquoi tu n'as pas créé justement une web-série qui se déroule dans un univers d'Heroic Fantasy? Ça aurait été plus logique, quelque chose un peu dans le style du Seigneur des Anneaux ou autre, mais justement, le fait, quand vous travaillez tous les soirs sur ces bouquins, que vous les retravaillez, que vous plongez tous les jours dans les histoires de chevaliers, de dragons, de châteaux, de guerres, vous avez envie de voir autre chose. Et c'est pour ça que j'ai créé un univers complètement différent avec cette série. Donc là, on a ce capitaine de l'espace à qui il arrive toutes les poisses et les merdes possibles et imaginables. C'était également l'occasion, avec ces vidéos,
de faire des caméos en pagaille, d'insérer des personnages qui à la base n'ont rien à foutre là, Batman et tout ça, ça n'a rien à faire ici. Mais voilà, c'était l'occasion vraiment de s'amuser. Puis dans cet épisode, il y a une justification de pourquoi ils sont là. C'est tout simplement parce qu'ils sont liés à ma création. Toutes ces figures, tous ces archétypes de la culture populaire m'ont aidé progressivement à enfanter mon propre univers. C'est ce qui se passe à la fin de l'épisode. Quand on découvre que tout ceci n'était qu'une réalité virtuelle, tout ce que j'ai mis dans les chroniques de Nami Amur sur ces 5 épisodes, maintenant que celui-là est terminé, c'est juste l'expression de mes rêves d'enfant. Je rêvais d'être un aventurier, de combattre aux côtés de Batman, d'affronter des dinosaures, ceux de Jurassic Park, etc. Donc voilà, ça a vraiment été écrit et réalisé dans un esprit bon enfant. Épisode donc qui a été réalisé cette fois-ci donc par moi-même comme d'habitude, mais aussi Valentin Anento pour sa contribution dans la mise en scène et surtout Joshua Nowicki Nemojoski, je suis arrivé à le prononcer, tu vois, si tu m'entends, je sais que tu m'écoutes, qui a réalisé notamment la grosse séquence de combat entre l'agent K et Batman, une séquence que je voulais absolument dans cet épisode, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc là, on a tous les noms au générique qui défilent, et certaines personnes qui reviennent, dont tel Adrien St. On a Kevin Cerdan qui reviennent également, ce qui, pareil, c'était pas prévu, mais vu que c'était vraiment le dernier épisode de cette première saison, il y aura sûrement une deuxième saison développée en 2019, je les voulais au casting. Et Laurent Saint-Janet, qui interprète Alfred Pennyworth, ne devait à la base faire qu'un caméo vocal, puisqu'il n'habite plus à Toulouse, on n'avait pas trop l'occasion de se voir. Et finalement, l'opportunité s'est présentée. Nous avons pu tourner ces séquences avec Alfred, ce qui a grandement amélioré l'épisode. Ici donc la première séquence de l'agent K, qui est un reshoot, c'est-à-dire une séquence tournée après la fin du tournage principal de la plupart des séquences. Ça a vraiment été les dernières images qu'on a tournées avec Valentin, alors qu'en fait c'est sa première apparition dans l'épisode. Il avait été teasé dans l'épisode 4 et là ça lui est vraiment dédié. Quand on avait commencé à en discuter, on voulait vraiment créer quelque chose qui soit d'ampleur, quelque chose qui fasse honneur un peu au film Blade Runner. On a un peu dévié, enfin surtout moi j'ai dévié de cette direction en proposant d'autres concepts, mais finalement ça reste globalement fidèle à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire la séquence de combat dans le désert, toutes ces interactions qu'il y a dans la vieille ville également, donc qui est Gotham City ici, c'est des décors poisseux et cette ambiance sombre respecte le cahier des charges qu'on s'était fixé avec Valentin Anento dès le départ. Première apparition de Laurent Saint-Janet en Alfred Pennyworth, qui est une des dernières séquences tournées pour cet épisode. Donc là, on est toujours dans le même décor, c'est mon appartement à Toulouse, et puis on a simplement tourné sur fond vert. Après, il y a quelques ajustements à faire au niveau de la lumière, mais globalement, voilà, c'est tout ce qui a été fait. Une séquence aussi qui a été inventée, alors je crois que c'était avec Kevin Cerdan qu'on a eu cette idée de faire une manifestation de gilets jaunes, et comme avec Joshua, j'allais défiler à Toulouse, dans les rues de Toulouse, en centre-ville, j'en ai profité pour filmer et incorporer ces quelques effets spéciaux. Ça a été assez compliqué à réaliser, puisque c'était la première fois que j'intégrais des éléments truqués dans des séquences qui n'avaient pas été tournées sur fond vert, donc il a fallu user de débrouillardise pour s'en sortir. Ça a été assez compliqué. Mais le résultat, je trouve ça passe. Et puis même, il y a quelques photos ici qui apparaissent qu'il a réalisées par soi-même, qui sont vraiment sympas. Ensuite, donc, notre cher Laurent qui change de verre à chaque séquence, qui boit du Joker, c'était voulu, c'est la petite référence, qui est dans l'ascenseur de ma résidence à Toulouse, qui boit tranquillement son verre, voilà. Là aussi, c'est une idée qui nous est venue au moment du tournage. On a beaucoup improvisé sur cet épisode. À la base, j'avais écrit un scénario qui était assez complet, disons que ça marquait vraiment ce que l'épisode allait devenir, et puis ça a subi de nombreuses modifications. C'est pour ça aussi que ça a pris autant de temps à être réalisé. L'épisode aussi devait être construit en 2 parties. Il devait y avoir l'épisode 5 et l'épisode 6. Cette histoire devait être contée en 2 segments distincts, mais qui raconteraient une seule et même histoire. Puis finalement, au moment du tournage et des différentes réécritures, je me suis dit que ce serait plus logique et plus cohérent de réaliser un seul et même épisode. C'était l'occasion de créer vraiment un moyen métrage, presque un long métrage, vu la durée finale, et d'avoir un épisode qui soit d'ampleur. Là, ça a été une séquence où on a pu s'amuser et rendre hommage au dessin animé Batman de 1992 que je regardais enfant
et qui a pareil eu une très grande influence sur mon personnage principal. Il y a beaucoup de caractéristiques de Batman Bruce Wayne qui ont été reprises pour le personnage principal de mes livres. C'était aussi un rêve avec Laurent de pouvoir se filmer, de jouer Alfred et Batman. On adore les personnages de DC Comics et particulièrement ce personnage. J'avais imaginé quelques personnes, quelques amis pour le casting de Batman, et puis finalement je me suis rendu compte que en fait je voulais absolument le jouer, tout simplement. Je suis un fan invétéré, incorrigible de ce personnage, et il fallait absolument que je l'interprète, donc je me suis rasé, et ça a offert un défi technique, c'est-à-dire de nous faire apparaître parfois dans quelques plans, et où en fait on n'est pas du tout dans le même cadre. Ce qui avait déjà été expérimenté avec l'épisode 4, le multiverse, où la séquence avec Mama Audi, donc Agnès, avait été tournée à part de celle de Kevin et de moi. Puis le tout était rassemblé ensuite au montage. Là, nous retrouvons donc le Capitaine que l'on avait délaissé à la fin de l'épisode 4, en quête donc de notre personnage principal, de celui de la saga de Nami Amur. Alors cette séquence fut un véritable terrain d'expérimentation puisque pour la première fois j'ai utilisé ce que l'on nomme un étalonnage numérique, c'est-à-dire que tous les plans de cette vidéo, de ce film, même on pourrait dire, ont été truqués numériquement en ce qui concerne la colorimétrie. Tous les épisodes d'avant avaient un éclairage déterminé par l'éclairage des prises de vue du tournage principal et des décors en eux-mêmes. Il n'y avait pas vraiment de retouche, je veux dire, au niveau des couleurs, par quelques plans par-ci par-là. J'avais commencé déjà à l'expérimenter avec l'épisode 3, le Temple Noir, pour les plans à l'intérieur du Faucon Millenium. Et c'est vraiment celui-là que j'ai décidé de complètement modifier la colorimétrie de toutes les séquences de cet épisode. Le processus est simple. Après tournage sur fond vert, les plans sont ensuite truqués numériquement, c'est-à-dire qu'on efface le fond vert, on rajoute l'arrière-plan, les différents éléments d'avant-plan, les effets spéciaux. Le plan truqué fini repasse ensuite dans le logiciel, toujours le même, qui est VSDC Free Editor. Et là, je vais m'amuser avec la colorimétrie. Je vais ajuster les effets d'éclairage, de contraste, de lumière, mais surtout les couleurs, les différentes variantes de couleurs. Ainsi, cette séquence avait un look semblable à ce que ça aurait été avec les précédents épisodes, c'est-à-dire une lumière plutôt bleutée que finalement j'ai modifiée pour la rendre plus sombre, plus poisseuse, ce qui allait dans la direction artistique qu'on voulait avec Valentin, c'est-à-dire de retrouver un peu l'esthétique du film Blade Runner de Ridley Scott en 1982. Là encore, un passage qui a posé souci, c'était comment aborder le thème de ce personnage principal, le thème de mon histoire personnelle également. À la base, ça aurait dû être, comme pour les précédents épisodes, une grosse séquence de 10 minutes, très explicative, très lourde, qui aurait bousillé complètement le rythme de l'épisode, ce qui a été un des reproches qui m'a été formulé après par certains de mes spectateurs justement. Donc j'ai décidé d'utiliser plutôt cette fois-ci l'abstrait, l'image, plutôt que l'explication. Il y a un principe qui dit, un adage dans le cinéma notamment, qui dit qu'il vaut mieux montrer et non dire. Et c'est une feuille de route que j'ai essayé d'appliquer avec cet épisode, essayer de balancer au maximum le blabla et de montrer directement. Alors les plus attentifs remarqueront que sur ce plan où je me lève en tant que Batman, on ne voit pas ma bouche, tout simplement parce que j'ai recouvert mon menton d'un petit bout de tissu noir, tout simplement parce qu'à ce moment-là je n'étais pas rasé et j'avais la flemme de le faire puisque ces plans ont été tournés à un temps différent de ceux où je m'étais rasé la barbe pour la séquence de combat, où vraiment j'apparais en armure massif et badass si je peux me permettre, et j'avais vraiment pas envie de me raser la barbe, donc c'est resté tel quel et j'ai juste dissimulé mon visage et utilisé justement le principe de l'étalonnage pour assombrir encore plus le plan. Alors, voilà la séquence qui devait figurer, qui devait être la séquence d'ouverture à la base de l'épisode, où on a le Capitaine qui essaie de négocier avec Uatu pour se barrer de la planète. Il est depuis coincé là après avoir été happé par l'agent secret James Bond. Et bon, vous remarquerez que c'est pas très palpitant, on va dire. Donc, valait mieux commencer comme j'ai fait là sur le prologue et un petit peu d'exposition avant d'attaquer là-dessus. Et ça, ces séquences, c'est vraiment la raison pour laquelle on l'a fait avec Valentin, c'est que on voulait faire ça, on voulait reproduire Blade Runner, ce qu'on adore, créer cette ambiance vraiment dystopique. Alors tous ces arrière-plans, après, il faut savoir que je les trouve sur Internet et je les incruste après dans mes plans tournés sur fond vert. Mais il y a eu quand même un travail de colorimétrie notamment, puisque je les ai beaucoup retouchés, je les ai beaucoup assombris, j'ai rajouté de la fumée, quelques effets en arrière-plan pour rendre l'ensemble un peu plus vivant.
Disons que cette séquence a été tournée en plusieurs parties. Ces plans que l'on voit là de moi, ce sont vraiment les premiers plans qui ont été tournés pour le film. Donc c'était, je crois, au lendemain de mon anniversaire, de mes 28 ans. Et ces plans de Valentin ont été tournés bien plus tard. Ils n'étaient pas présents à ce moment-là. Et après, il a fallu assembler la séquence avec ces plans tournés à deux moments différents. Les plans de Valentin ont été tournés dans l'atelier de Joshua, donc qui réalise des graphes terribles. Donc ça, vous le verrez un peu plus tard. Et donc on a installé le fond vert. On a tourné ces plans sur fond vert. C'est la première fois que je faisais ce genre de tournage ailleurs que chez moi. Puis ensuite, donc on a filmé directement la fameuse séquence de combat avec Batman. Et tout le reste a été rassemblé ensuite au montage. Batman, qui fait sa première apparition dans cette vidéo, je le voulais absolument pour une simple raison, c'est que tous ces épisodes avaient fait apparaître de nombreux caméos de ces personnages de la culture geek dont je parlais, et vraiment celui qui n'était pas encore apparu, c'était le Chevalier Noir, et il fallait donc lui laisser une petite place. À la base, et comme je l'avais tourné, peut-être que je le mettrai dans les scènes coupées, même si ça n'a pas été achevé, Batman devait lancer son grappin et attraper le Capitaine, le faire remonter ensuite le long d'un immeuble, et ensuite on avait l'agent K qui le poursuivait. Malheureusement, l'effet spécial ne fonctionnait pas vraiment, donc j'ai remplacé ça par ce truc qui est un peu pourri, je l'avoue, avec les chauves-souris qui débarquent dans la rue et l'enveloppe. Et voici un des premiers plans, donc où Batman frappe le Capitaine, qui apparaissait déjà dans la première bande-annonce, dévoilée après la sortie de l'épisode 4, et on voit vraiment la différence entre les deux plans. L'autre qui était vraiment peu travaillé, où on avait une colorimétrie basique, et celui-là qui est beaucoup plus sombre. Toutes ces séquences en ville ont été une gageure à réaliser. Déjà au niveau du tournage, des effets spéciaux, mais aussi au niveau de la post-production sonore, je vais dire. Puisque là, on a plusieurs couches sonores qui se superposent. On va voir les bruits de la ville, on va voir la musique, les bruits d'arrière-plan, de policiers, etc. Ça a donc été des séquences très longues à réaliser. Voici le fameux donc graphe qu'a fait Joshua chez lui, dans son atelier. Là ensuite on a filmé ce plan en fixant la petite caméra sur un balai, un processus tout simple puisqu'on n'avait pas de steadicam ni de grue pour réaliser ça. Et c'était l'idée de Valentin d'ouvrir comme ça de manière badass l'escalator. Donc là les deux se confrontent pour la première fois. Toute cette séquence a été tournée par Joshua, c'est vraiment son œuvre et sa contribution, c'est pour ça que je l'ai crédité. Valentin a apporté ses idées, moi les siennes. J'avais assez établi précisément dans mon esprit ce que je voulais pour cette séquence. Puis finalement, comme pour le reste de l'épisode, je vais dire, on est allé à l'improvisation, on est parti dans différentes directions. Il existe d'ailleurs une version longue de cette séquence qui doit durer, je crois, 1 ou 2 minutes de plus. Et on a tourné tout un ensemble de plans vraiment de façon assez anarchique, c'est vrai, mais le résultat a quand même été assez probant. Joshua a vachement bien filmé le combat, c'était un super moment. Moi par contre c'était un peu la merde, parce qu'avec ce masque j'y voyais que dalle, et Valentin lui par contre se lâchait sur moi, vraiment il faut le dire, si tu m'écoutes Val, t'y allais pas mollo avec moi quand même. Bon, je vais me faire traiter sûrement de femmelette, c'est pas tout à fait possible, mais je m'en fous. Là c'était le cas, je voyais vraiment que dalle avec cette merde. Et c'était difficile de se battre, et la cape n'arrêtait pas de tomber, c'est pour ça qu'à un moment je l'enlève, c'est qu'elle ne tenait pas tout simplement. Donc ça y est, le combat commence, combat qui a été épique à tourner, et épique aussi à monter. Ça a été vraiment un plaisir d'assembler cette séquence à partir des plans de Joshua. Je m'attendais à ce que ce soit difficile parce que vu la façon dont on l'a tourné, donc vraiment au feeling, je craignais de ne pas réussir à obtenir une cohérence entre les différentes actions. Et finalement, c'est allé tout seul, on va dire. Je transpirais énormément là-dedans, c'était une véritable horreur. J'ai eu mal aux jambes pendant plusieurs jours. Enfin bref, ce commentaire n'est pas là pour que j'étale mes plaintes. Là au niveau de la mise en scène, donc au début, Joshua avait donc la caméra qui était fixée sur le balai, puis finalement disons que ça posait souci puisque vu que c'était tout scotché, parfois ça rendait le son assez inaudible, assez grinçant, donc on l'a enlevé, puis elle a filmé à main nue comme ça, on l'a vraiment laissé faire comme il le souhaitait, vraiment laissé le soin de mettre en scène tout ça. Nous on se battait sans vraiment déterminer les coups, on se battait vraiment comme des charretiers comme des gitans plutôt, comme dirait Valentin.
À la base de la fin de cette séquence, donc la mise à mort de Batman, ça se déroulait sur un toit, c'est-à-dire on aurait eu de l'autre côté de cet immeuble le spinner, donc le véhicule de l'agent K qui aurait visé Batman et l'aurait tiré dessus, il explosait tout simplement. Ça a longtemps été cette fin. Puis finalement, en regardant le montage, je me suis dit qu'il y avait matière à faire. Merde, c'est Batman, il faut lui réserver une mort un peu plus épique. Donc au moment où il dit ouverture de l'autosulfateuse, la sulfateuse sort et puis le défonce et on a tout cet enchaînement d'actions complètement loufoques qui interviennent. Et séquence qui a été réalisée bien plus tard au niveau du montage. Jean-Claude Van Damme qui n'a rien à foutre là, les locaux de Warner qui explosent. C'est n'importe quoi ce truc, c'est vraiment la séquence la plus what the fuck je crois de tous les épisodes. C'est vraiment absolument n'importe quoi. À la base ça devait se dérouler sur un toit tout ce combat. Mais finalement à l'intérieur de l'atelier il y avait vraiment de quoi faire. C'est en allant chez Joshua la première fois dans son atelier où il fait des graphes justement que j'ai vu le potentiel de l'endroit et ça a donné je pense la meilleure séquence d'action des 5 épisodes des Chroniques de Nami Amur. Alors aussi tout à l'heure je parlais du fait qu'à la base cette histoire était prévue en 2 épisodes. Et l'épisode 5, tel qu'il avait été conçu à l'origine, devait se terminer à ce point-là. La séquence avec Batman devait être le point culminant de l'épisode 5, puis après l'épisode 6, commencer avec toute la séquence du désert. L'idée, enfin mon plan originel, c'était vraiment d'avoir 2 épisodes avec 2 ambiances complètement différentes, c'est-à-dire l'épisode 5, ambiance plutôt poisseuse, celle du Blade Runner de 1982, où j'allais insérer de nombreuses références à Blade Runner mais aussi à Judge Dredd. Il y a pas mal de répliques de ce film qui sont prononcées par Valentin, notamment qu'est-ce qu'il a dit à un moment? Ah oui, l'incendie du temple de la reine Mamaoudi, c'est votre premier délit, vous en êtes à votre 4e compte tenu de votre haleine, c'est une réinterprétation du film de Judge Dredd. Et le 6e épisode, ça devait être donc toute cette séquence dans le désert, qui a été élaborée très tôt, je vais dire même vers la fin de l'épisode 4 déjà, on avait cette idée avec Valentin de faire un gros combat dans le désert. On avait été marqué notamment par l'esthétique de la suite de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve qui était sorti en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Et toute la fin se déroulait dans ce désert avec toutes ces ruines et tout. Et on s'est dit ouais, il y a matière à faire quelque chose de ce genre avec des plans déjà plus longs que ce qui était prévu, ce qui était déjà présenté dans les précédentes vidéos, parce que vous l'aurez remarqué, Valentin me l'a fait remarquer aussi, j'ai des plans et un montage qui est très cut. Et là, on avait l'occasion de faire quelque chose qui soit plus long, qui se pose un peu plus. C'est un peu l'inconvénient du tournage sur fond vert, c'est que les effets spéciaux et les techniques, les outils dont je dispose ne permettent pas une grosse liberté au niveau de la mise en scène, surtout au niveau des mouvements de caméra, qui sont tous factices sur tous les plans truqués, tous ont été rajoutés plus tard, que ce soit les travelling avant, arrière, les plongées, etc. Il y a vraiment que sur la séquence avec Batman qu'on a pu s'éclater et libérer notre façon de tourner. Donc ça c'est une séquence que j'avais présentée à Valentin lors de la présentation du premier montage, quand on a tourné ces derniers plans, la fin notamment, et ça se terminait juste ici, et tout le reste vraiment restait à compléter. Cette séquence dans le désert était aussi surtout l'occasion d'être un gros défouloir, donc de pouvoir caser tous les monstres possibles et imaginables. Donc là on a les gros vers de Dune, qui est à la fois un roman et puis un film réalisé dans les années 80, un gros film de science-fiction qui n'a malheureusement pas eu le succès escompté à l'époque. Et là, j'en ai rajouté toujours plus, c'est-à-dire je me fais tirer dessus, exploser, tout ça. Séquence qui a été élaborée en plusieurs temps. D'abord, j'ai conçu de façon complètement chronologique, en élaborant d'abord toute l'arrivée et ensuite en construisant les différentes interactions avec les monstres. Je n'avais pas d'idée précise de qui j'allais affronter. C'est venu au moment du montage où j'ai assemblé différentes choses. Je me suis dit, on pourrait avoir un mec qui dégaine son épée qui m'affronte. On pourrait avoir les vers de Dune. Ça a été construit progressivement, vraiment, à l'improvisation, on va dire. Là encore, un élément improvisé qui n'apparaissait pas dans le scénario, c'est ce plan où Valentin survole en fait la zone du combat. Et il voit le bordel et il se dit, fais chier, je reviendrai plus tard. On était plié de rire rien qu'à cette idée. Je trouve que c'est un gag qui fonctionne assez bien.
Une autre des idées de Valentin au niveau de la mise en scène, c'était que il débarque en lançant en fait le cockpit de son spinner, de son véhicule, et il exécute ce saut périlleux. Et il arrive prêt au combat de façon bien badass. Malheureusement, au niveau des effets spéciaux, j'ai pas obtenu exactement ce que je voulais, et là c'est vraiment le meilleur résultat que j'ai pu obtenir. Pour chaque épisode aussi, j'ai essayé d'innover, c'est-à-dire de proposer différentes choses pour rendre l'épisode plus divertissant et notamment rajouter du texte comme ça. Ça avait été utilisé, réutilisé à foison pour l'épisode 4, je voulais pas trop le faire ici, mais à quelques moments bien spécifiques, je l'ai fait. Là, on arrive à ce qui a été probablement le plan le plus compliqué à réaliser pour tout cet épisode 5, c'est le moment où ces bestioles, donc qui sont tout droit tirées du film Starship Trooper, débarquent et puis enveloppent complètement la Janka qui doit en même temps faire face à des zombies. Ce truc, c'est n'importe quoi. C'est un plan qu'on a tourné d'une traite. J'avais dit à Valentin, tire de tous les côtés, et puis il devait s'imaginer la scène, c'était vraiment assez difficile pour lui. Bon, il s'y est mis, et ça a été très bien. Et il a fait des interactions complètement comme ça, sans que je lui dise quoi affronter. C'est plus tard, quand j'ai vu le plan, je me suis dit, je vais en faire un plan séquence, et je vais intégrer en fonction de ses actions, tout simplement. Ça m'a pris bien un week-end entier entre le moment où j'ai commencé à effectuer les premières retouches. Donc d'abord ça va être découper le plan, voir quelles actions je garde. Ensuite effacer le fond vert, créer tout l'arrière-plan, l'avant-plan, puisqu'on a des bestioles qui arrivent des deux côtés, de derrière et de devant. Et qu'est-ce qui va défoncer notamment? Il a fallu millimétrer tout ça. Bon, naturellement, c'est fait en amateur, hein, on voit bien que c'est des effets spéciaux pourris, on va dire. Mais ça a été très très difficile à réaliser pour que les interactions de Valentin correspondent aux éléments truqués. Là, on a la toupie d'Inception, j'y ai pas parlé. Ça reste dans la thématique du rêve, puisque comme je l'évoque au début de la vidéo, mon personnage principal, je l'ai vu dans un rêve, tout comme l'univers de la saga de Nami-Amur. Ça m'est apparu comme ça, et c'est souvent dans mes rêves que j'enfante mes personnages. Et donc ça restait dans la thématique que de présenter justement cette toupie pour faire référence au film de Christopher Nolan. Alors le concept de la décharge, donc c'est le même que le film de Nolan, c'est-à-dire que là on a des déflagrations successives qui vont engendrer la destruction de la réalité virtuelle. C'est la justification que j'ai apportée à la fin de la vidéo, dans le sens où tout l'univers dans lequel évolue le Capitaine depuis l'épisode 1, depuis l'enfant des 7 lunes, n'est autre qu'un gigantesque rêve, une gigantesque réalité virtuelle. Et donc les décharges détruisent progressivement cette réalité. C'est pour ça qu'on a des éléments qui l'évitent aussi de tous les côtés. Les effets spéciaux des Chroniques de Nami-Amur, enfin surtout de cet épisode, ont été toujours un challenge à réaliser. Alors à l'origine, quand j'ai commencé ces petites vidéos, je réalisais juste des petites séquences, donc des plans très courts, où pareil, il y avait des petits caméos de personnages de la culture populaire. Puis progressivement, j'ai vu que j'ai créé des séquences plus grandes, des vidéos plus longues, avant de me lancer dans le premier épisode des Chroniques de Nami-Amur. Et tout ce que j'ai appris sur les 4 premiers m'ont permis de réaliser celui-ci. Sur celui-là, j'ai vraiment poussé aux limites mes logiciels en expérimentant différents concepts, différentes façons de faire. Et c'est là-dessus que donc on obtient le fruit de tout ce travail. Pareil, c'est du résultat amateur, mais il y a quand même une évolution entre l'enfant des 7 lunes et le guerrier de l'ombre. Il a fallu créer, je crois, plus de 300 éléments truqués pour pouvoir réaliser tous les effets spéciaux de cet épisode, sachant qu'un plan comme celui par exemple avec Valentin qui tire partout, dans la séquence du désert, c'est quelque chose qui peut prendre un week-end entier, donc certaines de ces images que vous voyez, qui sont très courtes, parfois très brèves, ça dure parfois quelques secondes, ont mis des jours, voire des semaines à être finalisées. Ça dépend de la complexité du plan, des éléments que l'on va avoir en arrière-plan, en avant-plan, de comment interagit l'acteur avec tout ce qui se passe autour, c'est vraiment très variable. Et pourtant, j'y ai passé environ 2 à 3 heures par jour, environ quasiment tous les jours, à travailler les effets spéciaux de ce film. Et ça a été vraiment la grosse partie. Sachant qu'il y a eu beaucoup d'ajustements et de réécriture de scénario, donc beaucoup de séquences qui ont dû être refilmées par la suite, puisque les séquences de base ne correspondaient plus. Mais globalement, ces séquences n'étaient pas dans un état d'achèvement. Ou du moins, il n'y avait pas vraiment d'effets spéciaux qui étaient appliqués dessus. Même là, pour cette séquence finale avec la Janka et moi, donc il y avait d'autres plans qui devaient intervenir. À la base, ça se déroulait au niveau de la maison que l'on voit, le domaine de l'architecte.
Puis finalement, après avoir composé quelques séquences d'effets spéciaux, c'est-à-dire d'avoir établi certains plans avec ce décor, donc où on voyait les arbres derrière, on était sur ce toit, je me suis rendu compte que c'était un décor beaucoup plus spectaculaire que d'utiliser plutôt ce désert. Et on savait pas justement au début avec Valentin comment terminer avec la Janka, comment rendre sa mort bien badass, puisqu'on avait déjà tourné la séquence avec Batman, qui était vraiment bien épique. On se voyait pas réaliser un deuxième combat, ça aurait été quelque chose de redondant vraiment, ça aurait été répétitif, donc tout simplement il me tient par la gorge et je lui fous un coup de poignard. On a fait simple, voilà, on a fait très simple, mais c'était histoire de pas se répéter, ça aurait vraiment fait doublon. Et la séquence avec la Batcave, la même chose, séquence qui a été remodelée en fonction des événements, puisque à l'origine on ne devait pas se voir avec Laurent, Alfred ne participait pas au combat, on avait juste les machines qui arrivaient et tentaient de percer les renforts du manoir Wayne sans y parvenir, puis l'ordinateur explosait tout simplement. Et puis en rajoutant Laurent puis Adrien dans le rôle du Terminator, que l'on revoit après l'épisode du Temple Noir, on comprend d'ailleurs ici que en fait c'était Batman et Alfred qui avaient envoyé le Terminator dans l'épisode 3, petite précision. Bien, ça a permis de rendre la séquence beaucoup plus spectaculaire. Laurent était venu un week-end pour venir voir Aquaman avec moi, et puis on a tourné dimanche matin ce truc. Alors là aussi, là c'est la scène finale de la Janka, qui a été l'un des motifs d'acceptation de Valentin pour tourner dans mes vidéos. C'était l'occasion de balancer le monologue de Roger Hauer à la fin du premier Blade Runner. Je sais que Valentin s'y était pas mal préparé. On a tourné 2 prises et puis la deuxième était nickel, c'est celle que l'on a gardée. Il n'y avait pas besoin de faire de coupure ou de montage, juste garder le plan sur lui, rajouter un peu de musique un peu triste. Et ça suffisait à construire la séquence. Je trouve qu'il a merveilleusement bien joué. Il a été magnifique pour ces 2 vidéos, l'épisode 4 et l'épisode 5. Et je pense que sa mort est digne de son personnage. Là, on a toute la réalité qui s'effondre, définitivement. Et le vaisseau de l'architecte qui vient récupérer le capitaine après donc ses péripéties, après ces 5 épisodes. Ça y est, il peut enfin arriver à découvrir pourquoi il est revenu en fait au bouquin. Arrive enfin la séquence la plus difficile de tout l'épisode, celui où je révèle en fait les véritables origines de la saga de Nami Amur. Alors je vais pas vraiment le développer ici, c'est pas vraiment indispensable, je pense que les images se suffisent à elles-mêmes, mais ça a été un passage qui a été écrit et réécrit de nombreuses fois, tout simplement parce que je ne savais pas comment l'exprimer. Comment raconter cette histoire. J'ai eu l'habitude d'en parler notamment beaucoup avec Adrien de tout ça, de ce passé qui a fait émerger le besoin d'écrire et la raison pour laquelle bien plus tard je suis revenu à ces ouvrages, à cette saga, et l'envie de la poursuivre et surtout de l'achever, de la terminer, de la publier dans son intégralité, qui pour moi c'est une sorte de symbole, une sorte de rédemption si je puis dire. J'ai commencé écrire ces bouquins à une époque où j'étais mal dans ma peau, rejeté par mes camarades, et ces livres ont été une sorte d'échappatoire, si je puis dire. Et j'ai écrit ça pendant une dizaine d'années, l'histoire du personnage principal, dont j'avais vu les initiales, qui étaient C et R. La date de naissance, c'était le 12 février 1995 du deuxième âge. Ce personnage, qui s'appelait Capricorn Ralaninams, un Eltok, comme je l'ai dit précédemment. Et il se trouve que 10 ans plus tard, j'ai rencontré une personne qui portait exactement les mêmes initiales et exactement la même date de naissance que ce personnage. Personne qui a changé mon existence d'une certaine manière et qui bien plus tard a été l'objet d'une autre fracture qui m'a complètement ébranlé. Et c'est là que j'ai eu besoin de revenir à toute cette saga. C'était pour moi à nouveau un refuge, si je puis dire. Une manière... disons que la souffrance, à nouveau, a été ma motivation pour poursuivre, continuer, terminer ces livres. Et tout ça, tous ces sentiments qui se mélangent, qui s'assemblent, se réunissent, ont été vraiment la fondation de mon retour au bouquin, et je ne savais pas vraiment au début comment l'exprimer. Donc j'ai tourné, réécrit plusieurs versions pour vraiment arriver au plus juste de ce que je voulais. Je voulais pas que ce soit perçu comme une sorte de vengeance. Peut-être que ça l'est, d'une certaine manière, inconsciemment, mais c'était pas mon but. Mon but, c'était vraiment
de présenter tout ce que je ressens et de montrer aux spectateurs tous les rêves qui m'ont animé quand j'étais gamin. C'est pour ça qu'on a toutes ces figures de la culture pop qui apparaissent et que je voulais expliquer pourquoi je fais ça aux fondations, aux origines. Et j'ai réécrit ce passage, je l'ai retourné. Les mots sont parfois un peu durs, comme là quand je dis pour échapper au rejet des camarades, quand j'étais les traites d'êtres monstrueux et dénués de moralité, c'était vraiment ça. Les personnes qui m'ont poussé à ce retranchement qui a duré pendant des années, et pendant tout ce temps j'écrivais ces bouquins, étaient vraiment des êtres complètement ignobles, horribles, vraiment sans âme complètement, si je puis dire, des êtres qui étaient complètement malades. Et c'est toutes ces souffrances qu'est né ce monde. Et il a fallu exprimer ça à l'écran, donc j'ai utilisé certaines images d'archives, il y en avait bien d'autres, et j'ai tourné à cette maison qui se situe à Figeac. Ce banc notamment fracturé, c'est là où où je dirais que mon passé est très lié avec cette fameuse personne aux initiales C et R, dont je ne prononcerai pas le nom ici. Voilà, tout ça est symbolique en fait, mais c'est vrai que le parallèle m'a quand même choqué quand je m'en suis rendu compte, bien plus tard, bien des années plus tard, quand j'ai vraiment réalisé que la raison qui m'avait poussé à revenir au bouquin était liée à cette histoire passée quand j'ai créé ces initiales. Un hasard, hein, de toute façon, c'est un hasard, mais je trouve que ça a une valeur hautement symbolique. D'où la raison de la réalisation de cette séquence finale qui est à Figeac, puisque c'est là-bas vraiment qu'a été développé cet univers. C'est en baladant dans les rues de Figeac, que j'avais commencé à en parler dans l'épisode 3, le Temple Noir, que j'ai inventé ce monde, avec toutes ces structures moyenâgeuses qui demeurent, qui sont bien préservées. La ville garde vraiment un centre historique très propre, si je puis dire. On est vraiment dans une ville médiévale. En me baladant dans ces rues, j'imaginais des batailles, des personnages qui s'affrontaient, des histoires de rois, de traîtrises, de magiciens. Ça m'a beaucoup influencé. Ce lieu permettra aux gens qui me connaissent personnellement, qui connaissent mon histoire passée, de faire le lien entre tout ce que j'ai raconté avant. Et je trouvais que c'était une belle manière de clôturer cette saga, comme je voulais que le capitaine revienne à la réalité à la fin de l'épisode, là cette fois-ci il arrive dans le monde réel, là où tout a commencé tout simplement. Pas besoin de dialogue, de paroles, même on n'entend pas ma voix trafiquer quand l'architecte, puisque c'est moi qui joue l'architecte pour ceux qui n'avaient pas deviné, dans la séquence précédente, donc juste de l'image et du son tout simplement. Et le but là aussi c'était pas, comment dire, de m'exposer, de ne pas paraître impudique ou de me venger encore une fois, mais de calquer à l'écran, de calquer sur la pellicule, si je puis dire, sur l'image, tous ces sentiments qui m'ont animé pendant plus d'une décennie, puisque cela fait très longtemps que je garde en moi cette souffrance, cette haine parfois, et ça a été le moteur, la flamme qui a fait ériger tout ce monde. Et aujourd'hui, disons que en réalisant cette vidéo, je ressens un certain apaisement, puisque d'une certaine manière, je voulais prouver en publiant ces bouquins que toutes ces personnes avaient tort. Et, notamment la personne qui avait les initiales C et R a dit un jour que je ne ferais strictement rien de ma vie, et d'une certaine manière, en faisant ces bouquins, en faisant ces vidéos et tout ça, je peux montrer, ouais, je suis capable de faire des trucs. Et voilà, les bouquins, c'est une chose, mais pour moi c'est vraiment une consécration de les avoir réalisés, de continuer à les retravailler, puisque ils existent tous sous différentes formes. Il reste juste à les finaliser, à les retravailler, les réécrire, mais ce sera, chaque opus c'est vraiment la version finale maintenant. Et c'est l'apogée d'un très long travail qui a duré à l'âge de 13 ans, et cette séquence finale à Figeac, que je voulais la plus simple et la plus émouvante possible, retranscrit tout ce travail, tout simplement, toutes les émotions qui m'ont traversé pendant tout ce temps-là. Voilà. Il faut dire que quand j'ai tourné cette séquence, juste à côté, il y avait une bande de jeunes en train d'écouter une musique qui n'était pas vraiment à mon goût. Voilà, autant terminer sur une note d'humour après cette séquence un peu plus personnelle. Il a fallu effacer ces sons en post-production pour caler la musique. Donc on arrive au générique de fin,
Après donc ces 5 épisodes, le capitaine est enfin en paix avec lui-même. Je suis en paix moi-même aussi avec tout ça. J'avais pas prévu à l'origine que tous ces épisodes parlent d'une certaine manière de tout ce qui a constitué à la base ma saga. Et c'est en regardant un peu le tout, en écrivant l'épisode 5, que je me suis rendu compte qu'il y avait cette thématique commune. Et l'apogée de tout ça, c'était de parler de cette histoire, tout simplement. Et ainsi, j'ai pu tisser différents liens et créer une certaine cohérence dans ce grand fouillis d'épisodes, ce gros bordel, si on peut dire. Alors, il est temps d'évoquer un petit peu la saison 2, de quoi ça va parler. J'ai plusieurs pistes de réflexion. Déjà, ce sera pas des vidéos aussi longues, je pense, parce que cet épisode 5 a bien failli me crever. C'était vraiment très éprouvant à écrire, à réaliser, à remanier. Il y a eu beaucoup de sessions de réécriture aussi. J'ai beaucoup parlé des effets spéciaux, mais c'était un travail d'écriture aussi, pour essayer de rendre tout ça le plus limpide et simple possible. Et donc ce sera, je crois, des vidéos de petit format, 5 minutes, je pense, maximum. Et de quoi ça va parler? Là, à nouveau, comme le prédisent les scènes post-génériques, l'architecte va amener le capitaine vers d'autres univers. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'il y aura autant de caméos de personnages connus, mais plutôt, j'aimerais bien créer en fait mes propres aliens, mes propres personnages pour la série. Ce serait intéressant, un petit peu comme les livres en fait. À la base, je suis parti d'archétypes et de personnages connus, puis après j'ai créé mes propres héros, si je puis dire. Ce serait intéressant de faire la même chose avec les vidéos maintenant que j'ai ressassé un petit peu le passé, repris les héros de mon enfance. Ce serait l'occasion maintenant de créer ses propres personnages. Et disons que je pensais peut-être réaliser la thématique d'une autre personne, une personne de ma famille qui a traversé ma vie et qui a eu elle aussi une très forte influence sur l'écriture de ces bouquins. Je sais pas, faut que je vois, faut que je calcule comment je vais le faire. En tout cas, ça, je vais pas m'y atteler, je pense, avant l'été 2019, parce que là, je veux vraiment me consacrer au livre, c'est le plus important pour moi. Et donc cette scène post-générique avec une composition sonore, une musique orchestrée et réalisée, composée, si je puis dire, par Joshua Nowicki-Niemodzowski, qui a vraiment fait un super travail. Honnêtement, merci encore, c'est top. Déjà d'avoir mis en scène cette putain de séquence avec Batman, et puis de me faire ce petit truc. Je sais que t'as beaucoup galéré, que tu m'écoutes. Et encore une fois, une expression de ton talent, tout simplement. Tu fais des graphes qui sont magnifiques. T'es un compositeur de malade, et tu fais des photos qui sont terribles aussi. Quand j'ai tourné cette séquence post-générique, j'avais pas d'idée non plus très précise de ce que ça allait donner par la suite. Donc j'ai donné quelques pistes, voilà où j'en suis actuellement, et l'écriture de cette saison 2, ça interviendra je pense dans le courant de l'été, si tout va bien. Et ensuite on arrive à la deuxième scène post-générique, voilà, donc j'ai raconté encore une petite connerie, un petit mensonge au début de la vidéo, quand j'ai dit que j'avais finalement coupé la référence à Justice League. Finalement je l'ai gardé, mais je l'ai calé à la fin de la vidéo, tout simplement. Donc là on me voit complètement éreinté, c'est normal après avoir travaillé aussi durement sur l'épisode, et de caler cette séquence où là je me suis dit il y a un truc à faire. Donc ce gag avec Justice League, Laurent, c'est pour toi, c'est dédié, c'est pesé. Et c'est là, donc là on voit le cognac que tu m'as ramené l'autre fois quand on a tourné les séquences d'Alfred. Une petite référence à Kaamelott. Et je me suis dit comment rendre le truc encore plus différent, encore plus taré, tout simplement en proposant une scène que j'avais tournée sur fond vert, où il devait y avoir des effets spéciaux. Là on devrait voir, à la place de cet arrière-plan dégueulasse et de ces lumières immondes qui se réverbèrent en plus à cause de ma caméra de merde, tout le vaisseau, tout le décor du cockpit. Puis je me suis dit non, présente-la sur fond vert, ce sera complètement inattendu. Ce passage, ceux qui connaissent pas le film Justice League ne comprendront pas. Donc c'est vraiment un truc de vraiment précis et de particulier. Mais tous ceux qui ont vu cette saloperie de long métrage, cet affront aux fans de DC Comics, je pense, vont bien se marrer. C'était histoire de rigoler et surtout de faire un parallèle entre ma moustache mal rasée quand je jouais Batman et quand je suis en Captain. La dernière référence, c'est celle au génialissime Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, sorti en 2002, avec cette réplique qui était à l'époque complètement inattendue. Je me rappelle très bien quand je l'avais vu au cinéma de Figeac à Charles Boyer, où il y a Obélix qui s'apprête à botter le cul aux Romains, et là il y a cette réplique de Pierre Tchernia qui était géniale, où il dit
Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce documentaire consacré à la langouste. Puis là, on va arrêter. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir de réaliser cet épisode et merci encore à tous ceux qui ont participé.